Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle histoire commence. Préparez-vous, parce que celle-ci va vous surprendre. Cette histoire est une œuvre de fiction à but éducatif et moral. Elle est destinée à un public mature. Sortez de ma voiture. Votre règne de baronne est terminé. Monsieur, s'il vous plaît, donnez-moi un endroit où me reposer. Mon mari m'a mise à la porte. Un milliardaire a mal jugé une femme en la traitant de chercheuse d'or, sans savoir qu'elle allait lui voler son cœur. Bonjour, fan de Monsieur Hope. En voici une autre. Profitons-en tous. Jordan Carter était le genre d'homme que les gens décrivaient dans des chuchotements rapides, prospère, réservé, au regard d'aigle. Au début de la trentaine, il avait bâti sa fortune à la dure, et ces derniers temps, il construisait des murs encore plus vite qu'il ne bâtissait des entreprises. Il levait à peine les yeux jusqu'à ce qu'une voix douce l'arrête. « Excusez-moi, monsieur. » Jordan se figea. Debout près du portail, là où les livraisons déposent habituellement les colis, se tenait une femme qui semblait sortir de la couverture d'un magazine et non de devant la maison de quelqu'un pour demander de l'aide. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés, ses cils longs et délicats, son maquillage net et élégant. Sa tenue n'était pas tapaque sans rave-l'œil, mais elle était soignée, comme quelqu'un qui prend soin de soi-même dans un mauvais jour. Mais ses yeux étaient fatigués et ils contenaient une sorte de peur tranquille qui ne correspondait pas au reste de sa personne. La mâchoire de Jordan se crispa. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il, bien que son ton soit déjà empreint de suspicion. La femme déglutit. « Je m'appelle Alia King », dit-elle doucement, sa voix tremblant juste assez pour révéler qu'elle luttait contre les larmes. « Je n'ai nulle part où aller pour le moment. S'il vous plaît, je ne demande pas grand-chose. J'ai juste besoin d'un endroit pour dormir, manger et me reposer, juste pour ce soir. » Jordan sia une fois, fermement. Alia King, une inconnue à son portail, ressemblant à ça. Son esprit ne se tourna pas d'abord vers la compassion. Il se tourna vers les souvenirs, la trahison, vers ce genre de voix mielleuse qui demande juste une faveur et vous laisse plus tard compter ce qui vous manque. Il rit sans humour. « Alors c'est ça le plan maintenant, » dit-il. Se présenter au portail d'un homme habillé comme l'ennui, en battant des cils, pour demander juste une nuit. Le visage d'Alia se décomposa. « Non, monsieur, ce n'est pas comme ça. Je le jure. » Jordan s'approcha, sa voix baissant d'un ton. « Vous ne me connaissez même pas. Vous avez choisi cette maison pour une raison, et je ne suis pas intéressé à être la cible de qui que ce soit. » Ses lèvres tremblèrent. « Je ne vous ai pas choisi. Je marchais, tout simplement. Je ne savais pas où aller d'autre. »« Stop !» trancha Jordan. Sa colère monta trop vite, comme si elle n'attendait qu'un endroit où se poser. Il plongea la main dans le petit sac qu'il avait rapporté de la voiture, en sortit une boisson en bouteille qu'il n'avait pas encore ouverte, sans réfléchir, sans consulter son cœur, il dévissa le bouchon. Les sourcils d'Alia se levèrent de confusion. Puis Jordan l'éclaboussa. Le liquide froid frappa son épaule et le devant de son chemisier, coulant comme une plaisanterie cruelle. Alia eut un hoquet de surprise, reculant comme si l'humiliation l'avait giflé plus fort qu'une main ne le pourrait jamais. Le souffle de Jordan était lourd. Pendant une seconde, il la regarda de la manière dont on regarde une erreur que l'on ne peut pas réparer. Alia ne cria pas. Elle ne jura pas. Elle resta simplement là, sillant rapidement, essayant de ne pas pleurer. Puis elle murmura, « Vous n'étiez pas obligé de faire ça. » Sa voix transportait quelque chose qui noua l'estomac de Jordan. De la douleur mêlée de dignité. Alia se détourna lentement, serrant son sac contre sa poitrine comme si c'était la seule chose qui lui restait. Elle descendit la route d'un pas prudent, comme si même le sol sous elle ne méritait pas le poids de sa honte. Jordan la regarda partir, la poitrine serrée, sa fierté insistant obstinément sur le fait qu'il avait fait ce qu'il fallait. Mais au fond, quelque part sous la colère, quelque chose d'autre murmura, « Et si tu te trompais ?» Et pour la première fois depuis longtemps, Jordan Carter ne se sentit pas puissant. Il se sentit exposé. Quelques minutes après la disparition d'Alia au bout de la route, les retours du portail de Jordan Carter semblaient différents. Trop calme, trop lourd, comme s'il retenait son souffle. Jordan se tenait là, sa mallette pendue à son côté, fixant les traces humides sur l'allée là où la boisson avait éclaboussé. Son téléphone vibra à nouveau, mais il ne répondit pas. Sa gorge était serrée et la colère qui avait jailli si vite s'éteignait déjà, laissant derrière elle quelque chose de pire. Le regret. « Monsieur Carter,
La voix venait de la petite guérite de sécurité à côté du portail. Reggie Thompson, l'agent de sécurité de longue date de Jordan, sortit prudemment. Reggie était un homme noir d'âge mûr aux yeux calmes et à la parole assurée. Le genre de personne qui en avait vu assez dans la vie pour reconnaître une véritable douleur quand elle passait devant lui. Jordan ne le regarda pas. « Ouais !» Reggie hésita, puis fit un signe de tête vers la route où Aliyah s'était volatilisée. « Cette femme, elle ne se jouait pas de vous. » La mâchoire de Jordan se crispa à nouveau, de façon plus défensive cette fois. « Tu n'en sais rien. » L'expression de Reggie ne changea pas. « Je reconnais le désespoir quand je le vois. Et je connais aussi la dignité. » Elle avait les deux. Les gens qui arnaquent ne demandent pas comme ça. Ils exigent. Ils flirtent. Ils négocient. Il marqua une pause. Elle n'a pas négocié, monsieur. Elle a supplié. L'estomac de Jordan se retourna. Reggie prit une inspiration. Je l'ai entendue au téléphone avant que vous ne sortiez. Elle essayait d'appeler quelqu'un. Elle n'arrêtait pas de dire, « S'il vous plaît, je ne sais pas où aller. » Puis elle a dit quelque chose qui m'est resté. La voix de Reggie s'adoucit. Elle a dit, « Mon mari m'a mise dehors. » Les yeux de Jordan se fixèrent enfin sur lui. Son mari. Reggie hocha la tête. « Oui, monsieur. Elle n'est pas ici pour courir après l'argent. Elle est ici pour essayer de survivre. » Jordan déglutit difficilement. L'image qu'il avait en tête, chercheuse d'or, escroc, opportuniste, vola en éclats. Et à sa place, il vit ce qu'il avait ignoré la première fois. Ses yeux fatigués, cette voix tremblante. Cette dignité tranquille après l'humiliation. La fierté de Jordan luttait pour rester debout, mais sa conscience frappait plus fort. Sans un mot de plus, Jordan jeta sa mallette sur le siège avant de sa voiture et courut sur le trottoir dans la direction où Aliyah était partie. Ses chaussures de ville claquaient sur le pavé. Et à chaque pas, sa poitrine se serrait davantage. Il l'aperçut devant lui, marchant lentement, les épaules raides, tenant son sac comme une armure. Son chemisier était encore humide, et le soleil faisait briller le tissu mouillé d'une manière qui semblait annoncer sa honte au monde entier. « Aliyah !» appela Jordan. Elle s'arrêta, mais ne se retourna pas tout de suite. Quand elle le fit enfin, son visage était composé, mais ses yeux étaient vitreux. Jordan ralentit, respirant fort. De près, elle semblait encore plus épuisée qu'avant. Belle, oui, mais pas de cette beauté confiante que les gens envient. C'était la beauté de quelqu'un qui essaie de ne pas s'effondrer en public. « Je suis désolé, » dit Jordan, les mots rudes comme s'ils étaient douloureux à prononcer. « J'ai eu tort ?» Aliyah sia. « Vous ne me connaissez pas, » répondit-elle doucement. « Mais vous m'avez jugé quand même. » Jordan baissa le regard. « Parce que quelqu'un m'a blessé auparavant et j'ai laissé cela me transformer en quelqu'un que je ne reconnais pas. » Les lèvres d'Aliyah se serrèrent. « Cela n'excuse pas ce que vous avez fait. »« C'est vrai, » admit immédiatement Jordan. « Et je ne chercherai pas d'excuses. Je veux réparer ça si vous me le permettez. » Il recula, lui laissant de l'espace. « Revenez. Vous pouvez avoir la chambre d'amis. De la nourriture, une douche, du repos, sans aucune contrepartie. Je le jure. » Aliyah l'étudia attentivement comme si elle cherchait un piège caché. Quand elle reprit la parole, sa voix était faible mais assurée. « Pourquoi devrais-je vous faire confiance ?» Les yeux de Jordan se levèrent. « Parce que vous ne devriez pas avoir à le faire, à dormir dehors ce soir à cause de mon amertume. » Le silence s'étira entre eux. Puis Aliyah expira d'un souffle tremblant. « Une nuit, dit-elle, juste pour me reposer, et le matin, je partirai. » Jordan acquiesça rapidement. « C'est juste. » Alors qu'ils revenaient ensemble vers le portail, Reggie l'ouvrit avec un hochement de tête calme et satisfait, comme s'il venait de voir la miséricorde remporter une bataille. À l'intérieur de la maison, la porte d'entrée s'ouvrit avant même que Jordan ne l'atteigne. Une femme aux cheveux parsemés de mèches argentées, au visage sévère mais aimant, se tenait là, les mains sur les hanches. C'était Miss Evelyn Nana Harper, la gouvernante résidente de Jordan, qui avait aidé à l'élever après le décès de son père. Elle n'était pas de sa famille par le sang, mais elle l'était par la force de son caractère, et elle pouvait lire dans l'âme de Jordan comme dans un livre. Ses yeux passèrent de Jordan au chemisier humide d'Aliyah, puis au visage coupable de Jordan. « Oh, Jordan !» dit doucement Nana Eve, la déception imprégnant ses paroles. « Qu'as-tu fait » Jordan ouvrit la bouche, mais rien n'en sortit. Aliyah baissa les yeux, serrant son sac.
Et juste comme ça, la vérité que Jordan avait essayé d'enterrer pendant toutes ces années remonta à la surface, assez forte pour hanter toute la maison. Car il ne s'agissait pas seulement d'Aaliyah. Il s'agissait de l'homme que Jordan Carter était en train de devenir, et de savoir si l'amour pouvait encore l'atteindre avant qu'il ne soit trop tard. Plus tard cette nuit-là, après qu'Aaliyah se fût enfin endormie dans la chambre d'amis, Jordan se tenait dans le couloir devant sa porte, écoutant le silence. La maison sentait discrètement la nourriture chaude et le savon propre, des conforts simples qui semblaient soudain sacrés. Nana Eve avait donné à Aaliyah un peignoir propre, du thé chaud et une assiette de nourriture sans poser trop de questions. Reggie était retourné à sa guérite. Le monde s'était apaisé, mais pas Jordan. Il revoyait sans cesse le visage d'Aaliyah au portail. La façon dont elle tenait bon comme si s'effondrer n'était pas une option, et la question le rongeait, que lui était-il arrivé? Alors que Jordan fixait la porte fermée, l'histoire d'Aaliyah King ne commençait pas à son portail. Elle commençait plutôt ce même matin, dans une autre maison, sous un autre toit où l'amour s'était transformé en reproche. Aaliyah se tenait devant le miroir de la salle de bain, lissant le col de son chemisier de ses mains lentes. Ses lèvres étaient serrées en une ligne calme, mais ses yeux étaient gonflés, comme si elle avait pleuré avant de décider qu'elle en avait fini avec les larmes. Sur la table de chevet à côté de son lit se trouvait une petite Bible aux bords usés et un post-it où l'on pouvait lire « Garde la foi ». Derrière elle, une voix trancha la pièce comme une gifle. « Pourquoi es-tu si longue » lança-t-il. Marcus King, le mari d'Aaliyah, s'appuyait contre le cadre de la porte avec un air renfrogné. Marcus était un bel homme noir d'environ 35 ans, le genre de personne que les gens admirent de loin. Costume bien coupé, démarche assurée, montre de luxe. Mais à la maison, son assurance devenait cruelle. Il portait sa fierté comme une arme. Et ces derniers temps, il la visait sur Aaliyah. Aaliyah ne se retourna pas brusquement. Elle resta douce. « Je suis presque prête. » Marcus se moqua. « Nous sommes presque prêts depuis 5 ans, Aaliyah. » Ses épaules se crispèrent, mais sa voix resta. « Calme. S'il te plaît, ne commence pas. Ne commence pas. » Marcus s'approcha davantage. « Tu crois que ça me plaît, moi? De voir tous les autres avoir des enfants pendant que je suis coincé dans une maison avec. » Il s'interrompit, laissant l'insulte flotter comme de la fumée, avec une femme qui ne peut pas me donner d'enfants. Aaliyah se tourna enfin vers lui. Ses yeux brillaient, mais elle refusa de laisser couler ses larmes. « Ce n'est pas juste. » Marcus rit, amer. « La vie n'est pas juste. Ma mère me le demande tous les dimanches. Quand est-ce que tu vas faire de moi une grand-mère? Mes amis demandent. Mes collègues demandent. » Il la pointa du doigt comme si elle était le problème lui barrant la route. « Et à chaque fois, je dois trouver une excuse pour toi. » La poitrine d'Aaliyah se souleva. « Nous avions dit que nous ferions cela ensemble. »« C'est ce qu'on fait, » aboya Marcus. « C'est pour ça que tu vas à l'hôpital aujourd'hui. Ils vont te dire ce qui ne va pas et on va régler ça. J'en ai assez d'attendre. » Aaliyah baissa les yeux, puis murmura. « Et si ce n'était pas moi? » Le visage de Marcus se durcit. « C'est toi, » dit-il d'un ton monocorde, comme s'il s'agissait d'un fait déjà établi. « Parce que moi, je vais bien. » Aaliyah ne discuta pas. Elle passa devant lui, attrapa son sac à main et s'arrêta au seuil de la chambre. Ses doigts effleurèrent la Bible usée sur la table de chevet, comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Dans le salon, le chauffeur attendait. Derek Miles était un homme noir, calme et professionnel, d'une 40aine d'années, qui travaillait pour Marcus depuis des années. Il gardait les yeux fixés devant lui, la bouche cousue et ses émotions verrouillées car, dans le monde de Marcus, on était puni pour avoir des opinions. Mais alors qu'Aaliyah passait devant lui, Derek remarqua ses mains tremblantes et la façon dont elle déglutissait sans cesse, comme si elle essayait de forcer la force à descendre dans sa gorge. Marcus sortit en trombe derrière elle. « La voiture est dehors, » dit-il. « Ne me fiche pas la honte dans ce bureau. » Aaliyah monta sur la banquette arrière en silence. Marcus s'installa à côté d'elle avec l'énergie pesante d'un homme qui s'estime en droit d'avoir des réponses et quelqu'un à blâmer. Tandis que Derek s'éloignait du trottoir, Aaliyah fixa par la fenêtre le ciel matinal éclatant, son reflet flou contre la vitre, ses lèvres bougeant sans un son. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était même pas de la peur. C'était une prière. Car même si son mariage se fissurait sous le poids de l'amertume de Marcus, Aaliyah King se cramponnait toujours à la foi des deux mains, et elle n'avait aucune idée qu'à la fin de la journée, elle marcherait seule vers le portail d'un inconnu,
ne transportant rien d'autre que sa dignité et un cœur brisé. 1 heure plus tard, la voiture entra sur le parking de l'hôpital, et l'estomac d'Aliya se noua dès qu'elle vit les portes vitrées étincelantes et les familles qui entraient et sortaient. Certains souriaient. Certains étaient fatigués. Certains tenaient des images d'échographie comme des trésors. Aliya les regardait et se demandait ce que l'on ressentait à être l'un d'entre eux. Marcus claqua la portière en sortant, ajustant son costume comme si le monde lui devait le respect. « Allons-y, » dit-il brusquement, sans se retourner pour voir si Aliya allait bien. Derek se gara et les suivit à quelques pas derrière, silencieux comme toujours. À l'intérieur de la clinique de fertilité, cela sentait le désinfectant pour les mains et le café frais. Aliya s'assit dans la salle d'attente, son sac sur les genoux, ses doigts étroitement entrelacés. Marcus s'assit à côté d'elle, tapotant du pied comme si la patience était un châtiment. Quand l'infirmière appela leur nom, Marcus se leva le premier. « Enfin !» marmonna-t-il. Ils furent conduits dans un bureau où une femme en blouse blanche entra avec un porte-bloc et un calme professionnel qui donnait l'impression d'être la seule chose stable dans la pièce. « Voici le docteur Daniel Wright », dit chaleureusement l'infirmière avant de sortir. Le docteur Wright était une femme noire d'une trentaine d'années, avec des traits soignés tirés en arrière et des yeux intelligents qui ne manquaient aucun détail, surtout pas les détails émotionnels. Elle les accueillit avec une poignée de main ferme et un sourire bienveillant. « Monsieur et Madame King », dit-elle. « Je suis ravie que vous soyez venus tous les deux aujourd'hui. » Marcus s'adossa comme s'il possédait la chaise. « Nous sommes ici parce qu'elle a besoin de réponses, » dit-il, désignant Aliya de la tête comme s'il s'agissait d'un dossier. Aliya tressaillit légèrement, mais garda une voix douce. « Nous en avons besoin tous les deux, » corrigea-t-elle doucement. Le regard du docteur Wright passa de l'un à l'autre. « C'est tout à fait exact, » dit-elle. « L'infertilité est un problème de couple, pas un problème de femme. Nous effectuons donc des tests sur les deux partenaires. » Le sourire de Marcus devint rigide. « Je vous ai déjà dit que je vais bien. » Le docteur Wright ne discuta pas. Laissons les résultats parler d'eux-mêmes. L'heure suivante fut inconfortable. Aliya passa ses examens tranquillement, coopérant à chaque instruction. Marcus, de son côté, semblait irrité par le processus, comme si la médecine offensait sa fierté. Quand l'infirmière lui posait des questions, il répondait avec impatience. Quand il devait faire sa part, il levait les yeux au ciel et grommelait entre ses dents. Quand ce fut enfin terminé, ils retournèrent dans le bureau du docteur Wright pour attendre. Aliya fixait une citation encadrée au mur qui disait « L'espoir n'est pas un sentiment. C'est une décision. » Marcus fixait sa montre. Puis le docteur Wright revint avec un dossier, son expression sérieuse mais pas cruelle. « Très bien, » commença-t-elle en s'asseyant face à eux. « J'ai vos résultats. » Marcus se pencha instantanément en avant. « Alors, qu'est-ce qui ne va pas chez elle ?» Le cœur d'Aliya battait la chamade, mais elle releva le menton. Le docteur Wright ouvrit le dossier. « Les résultats d'Aliya semblent normaux, » dit-elle simplement. « Ses niveaux hormonaux, sa santé reproductive, tout indique qu'elle est capable de concevoir. » Le souffle d'Aliya se coupa, entre soulagement et choc. Le visage de Marcus se durcit. « C'est impossible. » Le docteur Wright continua, calme et direct. « Cependant, Marcus, vos résultats montrent des problèmes significatifs concernant le nombre et la mobilité des spermatozoïdes. D'après ces conclusions, la cause principale de vos difficultés de fertilité vient de votre côté. » Le silence tomba dans la pièce. Aliya regarda Marcus, non pas avec un sentiment de victoire, mais avec tristesse, car elle savait déjà ce que sa fierté ferait de cette vérité. Marcus se leva si vite que sa chaise racla le sol. « Non, » trancha-t-il. « Ce test est faux. » Le docteur Wright garda une voix stable. « Je suis désolé que ce soit difficile à entendre, mais ces résultats sont clairs. Il existe des options, des plans de traitement. Changement de mode de vie. » Marcus frappa le bureau de la paume de sa main. « Des options » hurla-t-il. « Vous êtes en train de me dire que c'est par ma faute que mon nom de famille s'éteint avec moi. » Aliya se leva aussi, tendant la main vers lui. « Marcus, s'il te plaît. Ne me touche pas. » Aboya-t-il, dégageant son bras d'un coup sec comme si sa gentillesse l'insultait. Puis il tourna sa colère vers le ciel comme si Dieu était l'ennemi. « Alors c'est ça que Dieu fait, » dit Marcus, les yeux égarés. « Je le sais. Je travaille dur et il m'embarrasse de cette façon. Dieu m'a déçu. » Les yeux d'Aliya s'emplirent de larmes. « Marcus, ne dis pas ça. »
Marcus saisit ses clés de voiture, respirant bruyamment. On s'en va. Le docteur Wright se leva, d'un ton ferme désormais. Marcus, écoutez-moi. Le blâme ne résoudra rien. Votre femme a porté une honte qui ne lui a jamais appartenu. La prochaine étape, c'est la responsabilité. Marcus lui lança un regard de haine pure et sortit en trombe. Vous ne connaissez rien à mon mariage. Alia resta figée un instant, puis se tourna vers le docteur Wright, les lèvres tremblantes. Merci, chuchota-t-elle, bien que cela sonne comme de la douleur. Le docteur Wright s'adoucit. Alia, dit-elle doucement, vous méritez d'être en sécurité. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. Alia hocha la tête, essuyant son visage rapidement avant de se précipiter pour suivre Marcus. Dans le couloir, Marcus marchait déjà vers la sortie, les épaules tendues, la mâchoire contractée, se déplaçant comme un homme qui venait d'être démasqué et qui était déterminé à en punir quelqu'un. Et alors qu'Alia se hâtait derrière lui, elle ne réalisait pas que la vérité venait d'allumer une mèche. Car Marcus ne rentrait pas à la maison pour guérir. Il rentrait pour briser quelque chose. Et Alia était sur le point de découvrir exactement quoi. Ce même après-midi, dès que la portière de la voiture se ferma, l'intérieur du véhicule ressembla à une cage. Derek Miles était au volant, les mains stables à 10h10, les yeux fixés devant lui. Il avait conduit Marcus King pour des contrats, des fêtes et des réunions, mais il n'avait jamais senti l'air aussi empoisonné dans la voiture. La respiration de Marcus était bruyante, son genou tressautait, ses doigts tapotaient sa cuisse, comme si sa colère avait besoin d'un endroit où atterrir. Alia était assise à côté de lui, serrant son sac contre elle, le regard baissé. Elle voulait parler, mais chaque mot semblait pouvoir le faire exploser. Marcus rompit le silence le premier. « Alors, t'es contente maintenant ?» lança-t-il, fixant la fenêtre comme si la ville elle-même l'avait trahi. Alia sia. « Contente ?» Sa voix était douce, confuse. « Marcus, non, je ne suis pas contente. Je suis juste sous le choc. » Marcus se tourna brusquement vers elle. « Sous le choc ?» Son rire était amer. Pendant tout ce temps, les gens m'ont regardé comme si j'étais mariée à un problème. Il s'avère que c'est moi, la plaisanterie. Les yeux d'Alia se remplirent de larmes, mais elle resta calme. Tu n'es pas une plaisanterie. Nous pouvons surmonter ça. Le docteur Wright a dit qu'il y avait des options. Des options, coupa Marcus. Tu veux dire, comme le fait que je sois faible devant tout le monde, que j'admette que c'est par ma faute que tu n'as pas eu de bébé. Alia chercha prudemment sa main. Cela ne fait pas de toi moins qu'un homme. Marcus retira sa main comme si elle le brûlait. Ne me fais pas la morale, siffla-t-il. La mâchoire de Derek se crispa, mais il ne dit rien. Alia déglutit. Marcus, me blâmer ne changera pas les résultats. La tête de Marcus pivota vers elle. Ah, alors maintenant tu me réponds. Sa voix monta. Pendant toutes ces années je t'ai porté, j'ai payé les factures, je t'ai donné un nom, un foyer, et tu veux rester là comme si tu étais innocente. Alia le regarda, stupéfaite. Je suis innocente, murmura-t-elle, non pas avec fierté, mais avec douleur. Cette phrase fut la goutte d'eau. Marcus se pencha en avant, la voix tranchante comme une lame. Derek, range-toi sur le côté. Les yeux de Derek passèrent par le rétroviseur. Monsieur! J'ai dit range-toi! Hurla Marcus. La voiture ralentit et s'arrêta sur le bas-côté, près d'un tronçon calme bordé d'arbres et d'un long trottoir. Le cœur d'Alia se mit à battre si fort qu'elle pouvait l'entendre. Marcus, qu'est-ce que tu fais? demanda-t-elle, la voix tremblante. Marcus détacha sa ceinture. Je me débarrasse du problème. Le souffle d'Alia se coupa. S'il te plaît. Marcus ouvrit sa porte, puis s'étira par-dessus elle. Sa main saisit son poignet, sans ménagement, et il l'attira vers l'espace ouvert entre eux. Marcus, arrête, lâcha Derek malgré lui. Sa voix déchira le silence comme un éclair. Marcus lui lança un regard d'avertissement. Occupe-toi de ce qui te regarde. Les yeux d'Alia s'agrandirent. Marcus, s'il te plaît, on peut parler. Marcus ricana. J'ai parlé pendant 5 ans. Maintenant, c'est fini. Il l'extirpa de la voiture. Alia trébucha sur le trottoir, manquant de tomber, serrant son sac de ses mains tremblantes. Son chemisier était froissé, ses cheveux décoiffés, sa dignité luttant pour rester intacte. Marcus sortit, la dominant de sa hauteur. Puis il fit quelque chose qui résonna comme un glas funèbre.
Il saisit son alliance, la fit glisser de son doigt, puis chercha la main d'Alia. « Non » chuchota-t-elle en reculant. Marcus s'empara de sa main malgré tout et arracha sa bague. « Ce mariage est fini, » dit-il froidement. « Tu ne remets plus les pieds chez moi. Ne m'appelle pas. Ne me cherche pas. Ne te montre plus jamais devant moi. » Les larmes d'Alia coulèrent enfin, silencieuses et irrésistibles. « Marcus, je reconnais ta douleur, mais pourquoi me fais-tu ça ?» Le visage de Marcus se tordit. « Parce que quelqu'un doit payer pour mon humiliation. » Il se retourna et remonta dans la voiture, comme si elle était un déchet qu'il venait de jeter. Derek hésita, les mains crispées sur le volant. Il regarda Alia à travers le miroir, son corps tremblant, ses joues mouillées, et quelque chose en lui changea. « Monsieur, elle n'a nulle part où aller. » La voix de Marcus tomba comme un couperet. « Roule. » Les yeux de Derek se fermèrent une brève seconde. Puis il démarra, car dans le monde de Marcus, le refus entraînait des conséquences. Alia resta là tandis que la voiture disparaissait dans le trafic. Pendant un moment, elle ne put plus bouger, plus respirer, incapable de croire que la vie qu'elle avait bâtie s'était terminée sur le bord d'une route comme un colis indésirable. Elle essuya son visage du revers de la main, redressa ses épaules et murmura de ses lèvres tremblantes « Mon Dieu, s'il vous plaît, ne laissez pas cela être ma fin. » Puis elle commença à marcher. Chaque pas lui faisait mal, non pas parce que ses pieds étaient faibles, mais parce que son cœur l'était. Elle croisa des inconnus qui ne remarquèrent pas sa douleur, passa devant des voitures qui ne ralentirent pas, devant des maisons qui n'étaient plus la sienne. Et sans le savoir, son chemin bifurquait vers un quartier où de hauts portails se dressaient comme des juges silencieux, vers l'endroit où Jordan Carter rentrerait bientôt précipitamment du travail, vers le moment qui allait changer leurs deux vies pour toujours. Ce soir-là, une fois la maison redevenue calme, Alia s'allongea sur le lit d'amis soigneusement fait et fixa le plafond comme s'il pouvait expliquer comment sa vie avait basculé en un jour. La chambre était chaude, lumineuse et paisible, trop paisible pour la tempête qui faisait encore rage dans sa poitrine. De légers rideaux blancs flottaient doucement sous l'effet de la climatisation. Une lampe douce brillait sur la table de chevet. Sur une chaise près de la penderie se trouvaient des vêtements pliés qui n'étaient pas les siens, un pyjama simple, une serviette propre et un peignoir déposés là avec soin. Elle ne sut pas combien de temps elle était restée en apnée avant d'enfin expirer et de sentir ses épaules retomber. On frappa doucement à la porte. Alia se redressa rapidement. « Oui !» La porte s'entr'ouvrit à peine et une femme entra avec un plateau. C'était Miss Evelyn, Nana Eve Harper, la femme plus âgée que Jordan avait appelée Nana dehors. Nana Eve n'était pas petite, mais elle se déplaçait comme quelqu'un pour qui même les plus grands faisaient de la place. Stable, chaleureuse, et n'ayant pas peur de corriger ce qui devait l'être. Ses yeux étaient vifs, mais sa voix avait la douceur d'une grand-mère qui avait prié pour vous avant même que vous ne sachiez que vous en aviez besoin. « Je ne suis pas là pour t'interroger, bébé, » dit doucement Nana Eve en posant le plateau. « Je suis là pour m'assurer que tu manges. » Sur le plateau, il y avait du riz, du poulet et des légumes, accompagnés d'une tasse de thé. La gorge d'Alia se serra. « Merci » chuchota-t-elle. Nana Eve jeta un œil au chemisier humide d'Alia drapé sur une chaise, la tache encore légère sur le tissu. Ses yeux se plissèrent, non pas contre Alia, mais au souvenir de ce qui s'était passé. « Ce garçon » marmonna Nana Eve en secouant la tête. « Jordan laisse parfois sa douleur se transformer en poison. » Alia sia. « Il s'est excusé. »« Il a intérêt » répliqua Nana Eve, avant de s'adoucir. « Repose-toi. Tu es en sécurité ici ce soir. » Alia hésita. « Je ne veux pas causer d'ennui. Je ne cherche rien de sa part. » Le regard de Nana Eve soutint le sien. « C'est bien. Et il ne cherche rien de ta part non plus. Il sait à quoi s'en tenir. » Elle se pencha légèrement, baissant la voix comme une promesse. « Dans cette maison, on fait les choses de la bonne façon. Respect, limite, honneur. » Alia hocha la tête, reconnaissante pour cette clarté. Nana Eve lui tapota l'épaule une fois. « Mange. Prie si tu en as besoin. Dors comme si ton âme méritait une pause. » Quand Nana Eve partit, Alia mangea lentement, chaque bouchée ayant le goût de la survie. Puis elle se leva, prit une longue douche et regarda l'eau emporter la poussière de la route, bien qu'elle ne pût laver l'humiliation dans son cœur. Ensuite, elle s'agenouilla près du lit. « Mon Dieu » chuchota-t-elle, la voix tremblante. « Je ne comprends pas pourquoi c'est arrivé, mais s'il vous plaît, ne laissez pas mon cœur s'endurcir. S'il vous plaît,
Guidez-moi. Aliyah se glissa dans le lit, mais le sommeil ne vint pas facilement. De l'autre côté du couloir, Jordan Carter se tenait dans sa propre chambre, la cravate desserrée, rejouant la journée comme une punition qu'il méritait. Il revoyait sans cesse la boisson éclabousser le chemisier d'Aliyah. La façon dont elle s'était détournée sans crier, sans supplier, souffrant simplement. Il entendit des pas derrière lui. Nana Eve entra dans l'encadrement de sa porte sans demander. Jordan ne se retourna pas. « Je sais, dit-il doucement. J'ai déconné. » Nana Eve croisa les bras. « Tu n'as pas juste déconné. Tu t'es comporté comme un homme qui a oublié d'où viennent ses bénédictions. » Jordan tressaillit au mot bénédiction. Nana Eve pointa le couloir du doigt. « Cette femme n'est pas venue ici pour te tenter. Elle est venue parce que la vie l'a poussée au bord du gouffre et tu en as rajouté. » La voix de Jordan baissa d'un ton. « Je pensais qu'elle était. »« Ne le dis pas, » l'interrompit Nana Eve. « Tu as mal pensé, et tu as intérêt à ce que tes excuses s'accompagnent d'actes, pas seulement de mots. » Jordan acquiesça, déglutissant avec peine. « Je lui ai dit qu'elle pouvait rester ce soir. C'est tout. Aucune pression. » Les yeux de Nana Eve s'adoucirent juste un peu. « C'est bien, parce que si tu essaies d'utiliser sa faiblesse pour ton confort, je ferai personnellement tes valises et je t'installerai sur ce porche. » Jordan laissa échapper un petit souffle, à moitié rire, à moitié honte. « Oui, madame. » Nana Eve se tourna pour partir, puis s'arrêta. « Et Jordan ?» Il leva les yeux. Sa voix devint tendre. « Tu ne peux pas continuer à punir les nouvelles personnes pour ce que les anciennes ont fait. » Les mots le frappèrent de plein fouet. Après le départ de Nana Eve, Jordan alla à la cuisine chercher de l'eau. En passant devant la chambre d'amis, il s'arrêta. Il ne frappa pas. Il n'entra pas. Il se tint simplement devant la porte et parla doucement pour qu'Aliyah puisse l'entendre sans se sentir piégé. « Aliyah, dit-il, si vous avez besoin de quoi que ce soit, de nourriture, d'un chargeur de téléphone, n'importe quoi, vous n'avez qu'à appeler. Vous êtes en sécurité ici. Je vous le promets. » Il y eut un silence. Puis de l'intérieur, la voix d'Aliyah arriva, calme, prudente et fatiguée. « Merci, Jordan. » Il resta là une seconde de plus, puis s'éloigna, sentant quelque chose d'inconnu bouger dans sa poitrine. Ce n'était pas de l'attirance, pas du soulagement, c'était quelque chose de plus proche d'une conviction. Car plus Jordan regardait Aliyah, plus il réalisait que sa douleur n'était pas une mise en scène. Et cela ramenait une question douloureuse que Jordan avait évitée pendant des années. Qu'est-ce qui m'est arrivé pour que j'arrête de croire aux femmes bien? Le lendemain matin, la lumière du soleil inonda la cuisine comme si Dieu déclarait un nouveau départ, que l'on s'y sente prêt ou non. Aliyah entra discrètement, fraîchement lavée et vêtue d'une tenue simple que Nana Eve lui avait donnée. Ses cheveux étaient attachés proprement et son visage était dépourvu de maquillage désormais, sans les cils et l'apprêt de la veille. Elle paraissait plus jeune, toujours belle, mais d'une manière plus douce, plus réelle. Point une beauté qui n'essayait de vous convaincre de rien. Nana Eve était déjà au fourneau. « Bonjour, bébé, » dit Nana Eve, retournant des pancakes avec l'assurance d'une femme qui a nourri des générations. « Assieds-toi avant que je ne me mette à hurler. » Aliyah esquissa un petit sourire fatigué et s'assit à la table. « Merci pour tout, » dit-elle. « Je ne m'attendais pas à de la gentillesse après hier. » Nana Eve grogna. « La gentillesse n'est pas quelque chose qu'on attend. C'est quelque chose que les gens choisissent. » Elle fit glisser une assiette devant Aliyah. « Et par ici, on l'a choisie. » Aliyah regarda la nourriture comme s'il s'agissait de plus qu'un petit déjeuner, comme si c'était la preuve qu'elle n'était pas invisible. Des pas résonnèrent derrière elle. Jordan entra, vêtu d'une chemise blanche cintrée et d'un pantalon sombre, les cheveux soigneusement taillés, le visage rasé de près. Sous la lumière matinale, il ressemblait moins à l'homme colérique du portail et plus à l'homme d'affaires discipliné qu'il était probablement, contrôlé, prudent et sur ses gardes. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Aliyah une seconde. Il ne sourit pas, mais sa voix était calme. « Bonjour. » Aliyah hocha la tête. « Bonjour. » Jordan versa du café et s'appuya contre le comptoir, gardant une distance respectueuse. Il ressemblait à quelqu'un qui ne savait pas quoi faire d'une seconde chance, mais qui ne voulait pas non plus la gâcher. Nana Eve l'observait avec un regard qui disait « Ne me cherche pas. » Jordan s'éclaircit la gorge. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui » Aliyah hésita, puis répondit honnêtement « Fatigué, mais mieux qu'hier. » Jordan acquiesça lentement. « Si vous avez besoin de passer des appels,
vous pouvez utiliser mon téléphone ou je peux demander à Reggie de vous conduire dans un endroit sûr. Aliyah sia. Reggie. Jordan jeta un regard vers la fenêtre, une légère lueur de douceur touchant ses yeux. Mon agent de sécurité, Monsieur Reggie Thompson. C'est lui qui m'a fait réaliser que j'avais tort. Aliyah assimila l'information, surprise. Dites-lui merci. Je le ferai, dit Jordan, puis il marqua une pause. Et je suis toujours désolé. Aliyah ne se précipita pas pour le réconforter. Elle dit simplement « J'accepte vos excuses ». Ces 4 mots pesèrent lourd parce qu'ils n'étaient pas romantiques. Ils n'étaient pas charmeurs. Ils étaient matures, mérités, réels. Jordan baissa les yeux sur son café. « Vous n'avez pas à me raconter ce qui s'est passé, dit-il. Mais je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas prise au piège ici. Vous pouvez partir quand vous le souhaitez. » Aliyah le fixa un instant. « Vous êtes très prudent, observa-t-elle doucement. Jordan leva les yeux. « Prudent ?» Aliyah hocha la tête. « Vous parlez comme si vous aviez peur d'être mal compris, comme si vous ne vouliez laisser personne s'approcher trop près. » La spatule de Nanaev s'arrêta en plein air. La mâchoire de Jordan se crispa très légèrement. « Les gens changent quand on les laisse s'approcher trop près, » dit-il. La voix d'Aliyah était tendre. « Parfois oui, mais parfois ils vous guérissent. » Jordan ne répondit pas tout de suite. Il se tourna vers l'évier et rinça sa tasse plus longtemps que nécessaire, comme si l'eau pouvait emporter les souvenirs. Nanaev s'installa sur la chaise en face d'Aliyah et baissa la voix. « Ne le prends pas personnellement, bébé, » murmura-t-elle, le cœur de Jordan a été blessé. Les sourcils d'Aliyah se levèrent. Que s'est-il passé? Les yeux de Nanaev s'adoucirent avec un mélange de colère et de tristesse. Une femme qu'il aimait l'a presque détruit, dit-elle. Et depuis lors, il construit des murs plus hauts que cette maison tout entière. Aliyah regarda le dos de Jordan, ses épaules rigides, sa posture raide, ce silence qu'il portait comme une armure. « Je ne suis pas là pour lui faire du mal », chuchota Aliyah plus pour elle-même que pour Nanaev. Nanaev hocha la tête. « Je sais, mais il ne sait pas quoi faire d'une femme authentique. Il a oublié à quoi cela ressemble. » Jordan se retourna alors, comme s'il sentait le poids de leur conversation même depuis l'autre bout de la pièce. Il revint vers le comptoir, ses yeux rencontrant brièvement ceux de Nanaev. Elle haussa un sourcil, le mettant au défi de continuer à se cacher. Jordan expira lentement. « Aliyah, » dit-il d'une voix basse, « si vous le souhaitez, je peux vous aider à trouver un endroit, un hôtel pour quelques nuits, ou un lieu plus sûr. » Les mains d'Aliyah se serrèrent autour de sa fourchette. « Je n'ai pas beaucoup d'argent, » admit-elle tranquillement. « Et je n'ai personne en qui je puisse avoir confiance en ce moment. » Le regard de Jordan changea, et pour la première fois, sa voix portait quelque chose de plus doux que de la méfiance. « Je sais ce que c'est, » dit-il, presque dans un souffle. « De penser que l'on peut faire confiance à quelqu'un et de réaliser ensuite que l'on n'était qu'une commodité. » Aliyah leva les yeux. « Que vous est-il arrivé? » Le visage de Jordan se figea. Son regard se perdit au loin. Puis il prononça le nom comme s'il avait un goût amer, Simone. Et la façon dont il le dit apprit tout à Aliyah. L'histoire derrière ce nom était la raison pour laquelle Jordan Carter ne croyait plus en l'amour comme avant. Ce même matin, la voix de Jordan s'éteignit et la cuisine sembla s'effacer derrière ses yeux. Aliyah le remarqua immédiatement. La façon dont ses épaules se raidissaient, dont sa mâchoire se bloquait, dont il fixait le vide comme s'il regardait un film douloureux sur un écran que lui seul pouvait voir. Nanaev ne le poussa pas. Elle retourna simplement à sa cuisinière, retournant les pancakes comme si lui laisser de l'espace était sa forme d'amour. Aliyah restait immobile, sa curiosité silencieuse, respectueuse. Jordan finit par parler, mais sa voix semblait lointaine. « Simone Brooks, » dit-il encore, plus lentement cette fois. « Elle était mon avenir. Du moins, c'est ce que je pensais. » Et alors le souvenir s'empara de lui. C'était 2 ans auparavant, par un bel après-midi de vendredi. Jordan Carter entra dans son allée plus tôt que d'habitude, de ce genre d'avance qui vous surprend vous-même. Son plus gros contrat de l'année venait d'être signé. Et pour une fois, il se sentait léger. Il s'était arrêté pour acheter des fleurs. Rien de spectaculaire, juste un simple bouquet. Parce qu'il voulait fêter cela avec la femme qu'il comptait épouser. À l'époque, Jordan n'était pas sur la défensive. À l'époque, il souriait davantage. Il entra dans la maison silencieusement, pensant surprendre Simone. Simone Brooks était sa fiancée, belle,
vive et charmante d'une manière qui attirait tous les regards. Une femme noire d'une vingtaine d'années avec un rire audacieux et une assurance naturelle. Simone savait comment faire en sorte que Jordan se sente comme un roi, et Jordan, en retour, lui avait construit un monde qu'il pensait sûr. Jordan entra dans le couloir, appelant doucement « Simone ». Pas de réponse, mais il entendit quelque chose. Un rire. Bas, inconnu. Les pas de Jordan ralentirent. Sa main se crispa sur les fleurs. Puis il entendit une voix d'homme et le bruit du lit qui grinçait à l'étage. Son estomac se noua. Jordan se déplaçait comme si son corps refusait de croire ce que son esprit savait déjà. Il monta les escaliers sans bruit, chaque marche plus lourde que la précédente, jusqu'à atteindre la porte de la chambre. Elle était entr'ouverte. Jordan la poussa davantage et ils étaient là, Simone sur le lit et un homme à côté d'elle, torse nu, détendu comme s'il était chez lui. Jordan se figea. Les fleurs glissèrent de ses doigts et frappèrent le sol avec un bruit sourd. La tête de Simone se redressa brusquement, ses yeux s'agrandirent. Jordan! Jordan ne pouvait pas parler. Il avait l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans la poitrine. La pièce tourna, non pas de colère d'abord, mais d'incrédulité. L'homme se redressa lentement, sans aucune honte. « Alors c'est lui, le gars, dit-il avec un sourire narquois. Jordan retrouva enfin sa voix, mais elle sortit basse et tremblante. « Depuis combien de temps ?» Simone se précipita hors du lit, cherchant un peignoir. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Le rire de Jordan fut creux. « C'est exactement ce que je crois. » La bouche de Simone s'ouvrit, puis se referma. Des larmes se formèrent rapidement, mais le cœur de Jordan ne s'en émut pas. Il en avait assez vu. Il se détourna et descendit les escaliers, ayant besoin d'air, de distance, de n'importe quoi d'autre que cette image. Mais la trahison ne s'arrêtait pas à la porte de la chambre. Jordan alla droit dans son bureau, car quelque chose en lui murmurait que l'amour n'était pas la seule chose qu'on lui volait. Il ouvrit le tiroir de son bureau. Le dossier contenant ses documents professionnels avait disparu. Il se connecta à son ordinateur portable, les mains tremblantes, et vérifia ses comptes. Un virement important avait été initié plus tôt dans la journée. Son argent, ses fonds d'investissement, les économies qu'il avait bâties à partir de rien, disparut. La vision de Jordan se troubla. Il recula, respirant avec difficulté. À l'étage, Simone accourait derrière lui, la voix brisée. « Jordan, s'il te plaît. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. » Jordan se tourna lentement, la douleur s'aiguisant en quelque chose de plus froid. « Tu ne m'as pas seulement trompé, » dit-il, la voix désormais assurée. « Tu m'as dépouillé. » Simone secoua la tête, frénétique. « Il m'a convaincu. » Il a dit. Jordan lui coupa la parole. « Alors tu m'as vendu pour un homme qui n'a même pas eu assez de respect pour toi pour remettre ses vêtements dans ma maison. » Simone sanglota. « Je suis désolée. » Jordan la fixa pendant un long moment, puis ramassa les fleurs sur le sol et les jeta à la poubelle comme si elles n'avaient aucune importance. Ce jour-là, quelque chose mourut en Jordan. Pas son succès, pas son ambition, mais sa confiance. Il passa devant Simone sans la toucher, sans hurler, sans réclamer de réponse. À la porte, il s'arrêta et prononça les mots qui devinrent la fondation des murs qu'il bâtit par la suite. « Je ne laisserai plus jamais personne se moquer de moi. » De retour dans la cuisine, les yeux de Jordan étaient plus sombres qu'auparavant. Le cœur d'Aliya se serra, non pas parce qu'elle l'excusait, mais parce qu'elle comprenait ce que la trahison fait à une personne. Désormais, l'incident du portail prenait tout son sens. Jordan n'avait pas seulement vu une étrangère, il avait vu une menace. Et la question qui flottait entre eux maintenant était simple mais pesante. Un homme blessé pourrait-il apprendre à faire de nouveau confiance sans détruire la prochaine bonne chose que Dieu enverrait sur son chemin? Une semaine s'écoula après la matinée où Jordan avait enfin prononcé le nom de Simone à voix haute, et la maison s'installa dans un nouveau rythme étrange. Un rythme fait de prudence, de conversations calmes et de deux personnes essayant de ne pas trop avoir besoin l'une de l'autre. Aliya restait dans la chambre d'amis, gardait ses affaires soigneusement emballées et se déplaçait dans la maison comme une visiteuse respectueuse. Elle aidait Nanaev en cuisine quand elle le pouvait, faisait la vaisselle sans qu'on le lui demande et ne s'aventurait jamais dans les espaces privés de Jordan. Elle passait des appels, elle aussi, court, prudent, essayant de joindre sa mère sans laisser tout le poids de sa honte transparaître au téléphone. Jordan, d'un autre côté, devint prévisiblement imprévisible. Certains jours, il était gentil par de petits gestes, commandait des courses supplémentaires sans le mentionner, laissait un nouveau chargeur de téléphone sur le comptoir,
payer un chauffeur quand elle devait aller à la pharmacie. D'autres jours, il se retirait dans le silence, disparaissant dans son bureau pendant des heures, comme si les émotions étaient une faiblesse qu'il ne pouvait se permettre. Mais même lorsqu'il devenait silencieux, il ne redevint plus jamais cruel. Et cela comptait. Un samedi matin radieux, Nana Eve se tenait dans le salon, tenant son sac à main comme un juge tenant un verdict. « Vous deux, annonça-t-elle. Habillez-vous. On va à l'église. » Aliyah sia. « L'église. » Jordan leva les yeux de sa tablette. « Nana, je... » « Pas d'excuse, » trancha Nana Eve. « Tu as déambulé dans cette maison comme un nuage d'orage sur deux pattes. Et toi, dit-elle en désignant doucement Aliyah, tu as porté une douleur trop lourde pour une seule personne. Nous allons nous asseoir sous la parole et laisser Dieu faire ce que nous ne pouvons pas faire. » La gorge d'Aliyah se serra. Elle n'était plus allée à l'église depuis que son mariage avait commencé à ressembler à un champ de bataille. Marcus n'aimait pas l'église. Il n'aimait que le contrôle. Jordan soupira, manifestement prêt à discuter, puis s'arrêta. Quelque chose dans le ton de Nana Eve lui rappela qu'il n'était pas toujours obligé de combattre les conseils. 1 heure plus tard, ils étaient assis dans un sanctuaire modeste et lumineux, rempli de voix chantantes et de mains qui applaudissaient. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres claires, éclairant les visages souriants et les chapeaux du dimanche. Aliyah était assise à côté de Nana Eve, les mains étroitement jointes, tandis que Jordan était assis de l'autre côté, raide et inconfortable, comme s'il ne savait pas où poser sa douleur. Le pasteur parla de restauration, de la façon dont Dieu peut reconstruire ce que les hommes brisent, et de la façon dont l'amour ne se prouve pas par la perfection, mais par la persévérance. Les yeux d'Aliyah s'emplirent de larmes. Elle baissa les yeux, laissant les mots s'installer dans les parties d'elle-même qui se sentaient brisées. Jordan jeta un regard de côté vers elle et vit une larme glisser sur sa joue. Quelque chose le tirailla, une émotion à laquelle il n'avait pas donné la permission d'exister. Après le service, devant l'église, quelques femmes sourirent chaleureusement à Nana Eve, puis regardèrent Aliyah avec curiosité. Aliyah offrit un sourire poli, mais elle pouvait sentir les questions silencieuses. Qui est-elle? Pourquoi est-elle avec eux? Puis une femme, assez audacieuse pour dire ce que les autres ne faisaient que penser, pencha la tête et demanda à Nana Eve, « Est-ce votre petite fille ou ?» Avant que Nana Eve ne puisse répondre, Jordan fit un pas en avant. Sa voix était calme et ferme. « Elle fait partie de la famille tant qu'elle est avec nous, » dit-il. « Et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. » La femme sia, embarrassée. « Oh, d'accord. » Aliyah fixa Jordan, surprise. Jordan ne la regarda pas. Il tint simplement la position, protégeant sa dignité sans en faire un spectacle. Sur le chemin du retour, Nana Eve fredonnait pour elle-même, satisfaite. Derek ne les conduisait pas. Jordan conduisait sa propre voiture, mais le silence entre Jordan et Aliyah semblait différent maintenant. Pas froid, juste chargé. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, Aliyah aida Nana Eve à ranger des boîtes de nourriture d'un membre de l'église qui avait insisté pour qu'ils prennent les restes. Jordan se tenait à proximité, faisant semblant de consulter son téléphone, mais regardant Aliyah rire doucement à quelque chose que Nana Eve disait. Ce rire lui fit quelque chose. Il donnait l'impression que la maison était vivante. Plus tard dans la soirée, Aliyah était assise sur la terrasse arrière avec une tasse de thé, regardant le ciel virer alors. Jordan sortit, gardant comme d'habitude une distance respectueuse. « C'est paisible ici, » dit doucement Aliyah. Jordan acquiesça. « C'est pour ça que j'ai acheté cet endroit. Le calme éloigne les ennuis. » Aliyah le regarda. Le calme éloigne aussi l'amour. Les yeux de Jordan se fixèrent sur les siens. L'amour n'est pas toujours sûr. La voix d'Aliyah s'adoucit. La solitude non plus. Pendant un moment, Jordan n'eut pas de réponse. L'air entre eux se tendit, rempli d'un sentiment que ni l'un ni l'autre ne voulait nommer. Il pouvait le voir dans ses yeux aussi. Quelque chose de doux qui poussait sous la peur. Jordan s'éclaircit la gorge. « Vous avez été forte, » dit-il, presque maladroitement. « Après tout ce qui s'est passé. » Les lèvres d'Aliyah tremblèrent dans un petit sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « La force, c'est ce que les gens vous attribuent quand ils ne savent pas quoi faire d'autre de votre douleur. » La poitrine de Jordan se serra. Il voulait s'approcher. Il ne le fit pas. Au lieu de cela, il posa la question qui lui brûlait les lèvres depuis des jours. « Avez-vous eu des nouvelles de votre mari ?» Le visage d'Aliyah s'affaissa. « Oh non, » admit-elle. « Et une partie de moi est soulagée. Une partie de moi est terrifiée.
La voix de Jordan baissa d'un ton. Terrifié de quoi? Alia fixa son thé. Qu'il revienne en prétendant m'aimer juste pour me punir à nouveau. Comme si cet instant avait invoqué le destin, le téléphone de Jordan vibra dans sa poche. Il jeta un coup d'œil à l'écran, s'attendant à du travail, mais son expression changea. Nana Eve apparut dans l'encadrement de la porte derrière eux. « Qu'est-ce qu'il y a, Jordan ?» Jordan déglutit une fois, les yeux se plissant en lisant le message. Puis il regarda Alia. « Quelqu'un vient de demander après vous, » dit-il calmement. Le sang d'Alia ne fit qu'un tour. « Qui ?» La mâchoire de Jordan se crispa. « Marcus King. » Cette même nuit, la maison ne semblait plus paisible. Même avec les lumières allumées et Nana Eve fredonnant doucement dans la cuisine, une tension glaciale s'était glissée dans les murs comme un avertissement. Alia était assise sur le canapé, les mains si étroitement jointes que ses doigts lui faisaient mal. Son esprit passait en revue les pires possibilités. Marcus arrivant en colère, Marcus déformant l'histoire, Marcus la traînant à nouveau dans la honte. Jordan se tenait près de la fenêtre, téléphone à la main, fixant l'extérieur comme s'il s'attendait à voir des phares apparaître à chaque seconde. Il paraissait calme à l'extérieur, mais la contraction de sa mâchoire disait la vérité. Il était prêt à protéger sa maison et la femme qui s'y trouvait. Nana Eve entra dans le salon, s'essuyant les mains sur une serviette. « Très bien, » dit-elle fermement. « Qu'est-ce que Marcus a dit ?» Jordan tourna légèrement le téléphone, lui montrant le message. « J'ai entendu dire que ma femme loge chez toi. Ne joue pas au héros. Dis-lui de rentrer à la maison. » Le souffle d'Alia se coupa et son estomac se retourna. Les yeux de Nana Eve se plissèrent. « MMH. Il ne s'inquiète pas pour elle. Il s'inquiète pour son contrôle. » Alia murmura. « Je ne veux pas vous attirer d'ennui, Jordan. » Jordan lui fit face, la voix assurée. « Vous n'êtes pas un ennui. C'est lui qui en est un. » Alia secoua la tête rapidement. « Vous ne le comprenez pas. Marcus ne perd pas. Il punit. » Jordan fit un pas de plus, mais pas trop près. « Alors nous allons le gérer de la bonne façon, » dit-il. « Nous ne paniquons pas. Nous ne nous cachons pas. Nous faisons les choses proprement. » Les yeux d'Alia s'emplirent de larmes. Le proprement n'arrête pas les gens cruels. Jordan hésita, puis parla avec une autorité tranquille. « Vous n'êtes plus seul désormais. » Ces mots la frappèrent comme une vague de chaleur après un long hiver. Pourtant, la peur était tenace. Alia se leva et commença à faire les 100 pas, luttant pour respirer normalement. « Et s'il vient ici ce soir ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Et s'il fait une scène? Et s'il raconte des choses aux gens ?» Nana Eve intervint sèchement. « Bébé, regarde-moi. » Alia se figea. Nana Eve s'approcha d'elle et lui tint les épaules avec une fermeté douce. « Marcus ne possède pas l'air que tu respires, » dit-elle. « Il ne possède pas ton avenir, et il ne possède certainement pas ta valeur. » Les lèvres d'Alia frémirent. « J'ai tellement essayé. J'ai continué à prier. J'ai continué à croire qu'il changerait. » L'expression de Jordan s'adoucit, mais une douleur vacilla aussi derrière ses yeux, comme si les mots d'Alia s'adressaient aux parties de lui-même encore hantées par Simone. La voix d'Alia. Point se brisa. Et il m'a jeté comme une ordure. Cette phrase fit s'écrouler le mur, qu'elle maintenait debout toute la semaine. Alia s'effondra sur le canapé, couvrant sa bouche de sa main tandis que les larmes coulaient, rapides et lourdes. Elle ne hurla pas. Elle ne cria pas. Elle pleura simplement comme si son cœur avait attendu un endroit sûr pour enfin s'effondrer. Jordan resta figé un instant, hésitant. Puis il s'assit sur le bord de la table basse face à elle, gardant ses mains pour lui, sa voix basse et prudente. « Vous ne méritiez pas ça, » dit-il. « Rien de tout cela. » Alia leva les yeux vers lui, le regard noyé. « Alors pourquoi ai-je l'impression d'être celle qu'on punit ?» Jordan déglutit. « Parce que certaines personnes préféreraient vous détruire plutôt que d'admettre qu'elles ont tort. » Alia secoua la tête, épuisée. « Je ne sais pas qui je suis sans être la femme de quelqu'un, le problème de quelqu'un, la déception de quelqu'un. » Le regard de Jordan soutint le sien. « Vous êtes Alia, » dit-il simplement. « Et cela suffit. » La pièce devint silencieuse, à l'exception de sa respiration. Alia essuya son visage, embarrassée. « Je suis désolée. Je ne devrais pas. »« Ne vous excusez pas, » l'interrompit doucement Jordan. « Vous avez le droit de ressentir. » Les yeux d'Alia cherchèrent son visage. « Pourquoi êtes-vous gentil avec moi ?» La voix de Jordan devint rauque. «
Parce que je sais ce que c'est que d'être trahi et de devoir quand même rester debout, comme si cela ne vous avait pas brisé. La poitrine d'Aliya se souleva. Elle murmura, « Je me sens en sécurité avec vous. » Le souffle de Jordan se coupa. Ce fut le moment où l'atmosphère changea. Pas de manière éclatante, mais d'une façon lente et dangereuse, comme deux cœurs solitaires se penchant trop près d'un feu qu'ils avaient promis de ne pas toucher. Jordan se leva comme si la distance pouvait le sauver. « Aliya, nous devons être prudents. » Aliya acquiesça, mais elle ne s'écarta pas. Sa voix était frêle. « Je ne veux pas me sentir seule ce soir. » Jordan la fixa, luttant contre lui-même. Il aurait dû s'en aller. Il ne l'a pas fait. Ce qui se passa ensuite ne fut ni bruyant ni graphique. Ce n'était pas un moment de cinéma sauvage. C'étaient deux personnes brisées cherchant du réconfort avant d'être totalement guéries. Plus tard, alors que les lumières étaient éteintes et que la maison était redevenue silencieuse, Jordan restait éveillé, fixant l'obscurité, le cœur battant, le regret et la tendresse luttant dans sa poitrine. Le lendemain matin, la lumière du soleil revint comme si de rien n'était. Aliya était assise sur le bord du lit, serrant le drap contre elle, le visage pâle face à la réalité. Jordan se tenait près de la fenêtre, se frottant le front comme s'il avait pris une décision qu'il ne pouvait pas annuler. Aliya parla la première, d'une voix dépassant à peine un murmure. Cela n'aurait pas dû arriver. Jordan se tourna lentement, la culpabilité lisible dans ses yeux. « Vous avez raison. » Aliya déglutit. « C'était une erreur. » La mâchoire de Jordan se crispa. « Pas parce que vous êtes une erreur, » dit-il rapidement, « mais parce que nous n'avons pas fait les choses de la bonne façon. » Aliya hocha la tête, les larmes revenant. « Je suis toujours mariée. » Jordan expira bruyamment. « Et je suis toujours en train de guérir. » Ils restèrent en silence, sentant tous deux le poids de ce qu'ils avaient fait. Finalement, Jordan dit, « Nous avons besoin de limites, de vraies limites. » Aliya fut d'accord. « Nous faisons une pause. Nous remettons nos cœurs à l'endroit. » Jordan acquiesça d'un signe de tête. « Et nous ne laissons pas une nuit troubler notre avenir. » Aliya baissa les yeux, honteuse et triste à la fois. « D'accord. » Le téléphone de Jordan vibra à nouveau sur la commode. Il y jeta un coup d'œil et son expression se durcit car, alors qu'ils essayaient de réparer ce qui s'était passé dans la chambre, Marcus King planifiait déjà son prochain coup. C'était Monsieur Hope. Voici la fin de la première partie. Si la deuxième partie vous intéresse, commentez Monsieur Hope partie 2. Au revoir. Portez-vous bien.